Bonsoir Raphaël, Jean-Marie Bagayoko de TF1. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le moment où vous êtes rentré dans le vestiaire avec vos coéquipiers et la joie, l'ambiance qui s'en est suivie? Bonjour. Oui, c'est un moment de joie, de communion. On est heureux du match, heureux du résultat, surtout heureux de la qualification. Donc ça a été une bataille, ça a été un combat qu'on a réussi à gagner. Donc satisfait du travail collectif qu'on a fait. Et forcément, dans le vestiaire, on a laissé exprimer notre joie. Donc voilà, c'est des moments importants pour le groupe, dans une compétition comme ça, pour avoir de la confiance pour la suite de la compétition. Bonjour Raphaël, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Une question un peu basique. Sur le plan physique, tu penses qu'il est préférable pour toi d'enchaîner ou de rester au repos et de penser au huitième de finale? Ou 3 minutes en fin de match, quelque chose comme ça? J'en ai pas encore parlé avec le coach. On va d'abord penser à ce qui est le mieux pour l'équipe, ensuite on verra ce qui est le mieux pour moi et ensuite on prendra une décision. En tout cas, physiquement, je me sens bien et voilà, on prendra la meilleure décision pour l'équipe et pour moi. Toi, t'en penses quoi? Pardon. Juste sur le plan personnel, qu'est-ce qui est le mieux pour continuer à progresser et voilà. Je pense que le mieux c'est d'avoir du temps de jeu. Ensuite, comme je l'ai dit, on verra avec le coach. Bonjour, Stéphane Murki, Bonjour. Parisien. Une question essentielle dans ce mondial. On vous a vu célébrer la victoire hier sur Freed from Desire de Gala. Est-ce que c'est l'hymne de l'équipe de France, en ce guillemets, pour cette Coupe du Monde? Et à qui doit-on ce côté old school de l'équipe de France? Je sais pas. Il y a eu la musique qui est arrivée comme ça dans le vestiaire. Je sais pas d'où ça vient et voilà, on a célébré cette qualification ensemble. On verra si ça se répète. En tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres scènes de joie comme ça. Bonjour Raphaël, Louis Vix, Bonjour. Infosport Plus Canal. Vous pouvez nous parler un peu de la charnière que vous avez formée avec Dayo Upamecano, la complémentarité. Nous, on l'a trouvée pleine de promesses. On a le sentiment aussi que Dayo a eu un déclic avec ce super match face à l'Australie qui lui a permis de se libérer vraiment d'une forte pression qu'il avait en équipe de France. Et ce que vous pensez de votre complémentarité à venir pour les prochains matchs? Merci. C'était notre premier match ensemble dans une charnière à deux. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il est encore jeune et il a franchi beaucoup de caps. En tout cas, il est dans le vrai, que ce soit dans ses performances et dans sa mentalité, son attitude. On a beaucoup échangé pour créer ces automatismes qui sont importants en défense. Et oui, on a des qualités complémentaires. Donc voilà, après, c'est une question de repère aussi sur le terrain. Mais pour ça, la communication, c'est vraiment primordial. Et ça s'est bien passé. Je pense que voilà, c'est un joueur qui est intelligent et dans son placement et dans son attitude sur le terrain, ça s'est très bien passé. En tout cas, je me suis senti à l'aise de jouer avec lui. Raphaël, bonjour. Loïc Braillet, RMC. Bonjour. Hugo Lloris n'est qu'à une sélection du record de Lilian Thuram. Tu es vice-capitaine de l'équipe. Quel regard tu portes sur lui, sur ce record-là, et où tu le situes dans l'histoire de l'équipe de France? J'ai beaucoup de respect pour lui, pour le joueur, pour l'homme. C'est vrai que c'est une chance d'avoir cette stabilité aussi en équipe de France, cette longévité. C'est un joueur qui est très fiable. Il transmet son calme, sa tranquillité à toute l'équipe. Donc c'est une chance de pouvoir évoluer avec un gardien de ce niveau-là. Et voilà, respect parce que le haut niveau, c'est pas facile et rester au plus haut niveau, c'est encore plus difficile. Donc voilà, beaucoup de respect pour sa carrière. Bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous aviez porté le brassard pour l'inclusion et contre les discriminations en septembre. Vous aviez affiché votre fierté à cette occasion-là. Est-ce que ça vous chagrine pas un peu ce renoncement de l'équipe de France? Et est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur le fonds de dotation que vous avez créé, envers quelles ONG? Peut-être pas le montant, mais donner un petit peu plus des détails, puisqu'on en a eu très peu jusqu'à présent. Merci.
Ouais, bah, pour le côté extra-sportif, c'est vrai que les joueurs, on a décidé de s'exprimer à travers une lettre. On a décidé aussi de passer à l'action aussi avec le fonds de dotation de Génération 2018. Donc c'est une décision commune des joueurs. On reste dans notre rôle, dans notre cadre et on est actif. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire sur le sujet a été dit. Ensuite, sur les ONG, le temps que ça se mette en place, je pense que début d'année prochaine, il y aura une action qui sera concrète et concrétisée. En tout cas, on est dans l'action, dans l'échange aussi avec des ONG, donc ça avance. Et voilà, vous serez tenus au courant quand il y aura des nouvelles et des avancées. Raphaël, bonjour. Xavier Giraudon, Infosport Plus, Canal+. On sent cette équipe très sereine. D'où ça vient? Première question. Et deuxièmement, on se projette sur les huitièmes de finale. Est-ce qu'il faut absolument éviter l'Argentine en huitième? Est-ce que vous en parlez entre vous ou pas? Non, l'adversaire en huitième de finale, on verra qui ce sera. On sait que de toute façon, pour aller au bout, on va devoir jouer des grosses équipes. Il n'y a aucun match facile et encore plus dans cette deuxième partie de compétition avec des matchs à élimination directe. Donc pas de préférence à ce niveau-là. Après, le groupe est serein. On s'appuie sur cette mentalité de compétiteur, de gagneur. On veut gagner les matchs. Donc voilà, on a cette rage de vaincre. Cette fois, c'est pas Adil Rami, je vous le promets. J'espère. Ah, c'est bon, j'y vais, tant pis. Les télés qui sont en direct. Désolé. Plus en temps. Je ne sais plus où on en était du coup. Donc, oui. On va reprendre la question de Xavier Giraudon. Oui, donc le groupe est serein. C'est vrai qu'il y a une bonne osmose aussi entre les plus jeunes, les plus anciens. Maintenant, il faut qu'on garde le cap et qu'on garde cette mentalité. On sait que le talent, ça ne suffit pas et qu'il faut toujours cet état d'esprit conquérant. C'est ce dont on avait parlé avant le match contre le Danemark et c'est sur ce point-là qu'il faut s'appuyer pour le reste de la compétition. En tout cas, on a un groupe motivé et serein et voilà, le fait d'aborder aussi le troisième match en étant qualifié, c'est un luxe que peu d'équipes peut avoir. Donc voilà, on est serein, on est concerné, on est concentré sur ce tournoi et prêt à donner le maximum. Bonjour Raphaël, Julien Babou, M6. Quel que soit son niveau de réussite, Kylian Mbappé marque, bat record sur record. Est-ce que 4 ans après le gamin que vous avez découvert, l'homme et le joueur vous impressionnent encore? Oui, il a énormément évolué. Il a démarré très fort très tôt et il continue sur sa lancée. Donc voilà, il a la tête sur les épaules et il sait où il veut aller. On est bien sûr très heureux d'avoir un Kylian décisif pour l'équipe de France. Voilà, c'est aussi ce qu'on attend de lui. Il y a beaucoup d'attentes autour de lui et il répond présent. Donc il a déjà engrangé de la confiance sur le début de la compétition et on espère qu'il va continuer à être décisif et performant pour la suite. Bonjour, Nicolas le gardien de Sud-Ouest. Ici. Bonjour. Vous jouez avec un offensif de plus qu'en 2018.
Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu sens l'équipe parfois plus fragile? Est-ce que tu te retrouves plus souvent en 1 contre 1? Comment tu analyses ça? Et est-ce que tu imagines l'équipe pouvoir aller au bout avec ses 4 offensifs et avec cet état d'esprit vers l'avant? Non, je ne nous sens pas plus fragile. J'ai vu une équipe solide contre le Danemark notamment. Voilà, on a un équilibre à trouver. C'est à nous de bien faire vivre le système. En tout cas, à partir du moment où tous les joueurs sont concernés sans le ballon et travaillent ensemble, peu importe le nombre de joueurs offensifs, on fait le boulot et c'est ce qui permet de créer cette solidité collective. Donc on n'a pas été plus mis en difficulté que ça par rapport au fait d'avoir un joueur plus offensif. Le fait d'avoir parfois des déséquilibres, ça nous permet aussi d'être plus dangereux et plus tranchant offensivement. Donc voilà, l'adversaire aussi va réfléchir avant d'attaquer parce qu'on a la capacité de contre-attaquer. Donc quand on perd d'un côté, on gagne de l'autre. En tout cas, ce qu'il faut, c'est un équilibre et c'est le boulot du coach de trouver cet équilibre et après aux joueurs de faire vivre le système choisi. Bonjour Raphaël. Bonjour. Je suis Mehdi Abid, journaliste tunisien. D'abord, comment vous évaluez la prestation de la Tunisie jusqu'à maintenant? Et est-ce que la France va prendre le match au sérieux ou non? C'est la question du public tunisien maintenant. Merci. Et bien sûr qu'on va prendre ce match au sérieux. On a vu que c'était une équipe capable de faire très mal en contre-attaque dans les espaces, qui avait beaucoup d'énergie dans le pressing. Donc c'est pas une équipe facile à manœuvrer. On s'attend à un match difficile. Les Tunisiens forcément vont se battre pour la victoire et nous, ça sera à nous de les contrer, de réussir à manœuvrer cette équipe et à être efficace pour gagner le match. Bonjour Raphaël, Dominique Sévrac, Le Parisien, sur votre gauche. En mars, ça fera 10 ans que vous êtes en équipe de France, vous avez tout connu avec elle, les bons moments comme les mauvais moments. Vous la situez où cette équipe-là de 2022 ? C'est une équipe qui s'appuie sur l'expérience de 2016, 2018 et avec de la jeunesse qui arrive fort, un groupe qui pousse et voilà, c'est plutôt un bon mélange entre expérience et jeunesse et c'est un groupe avec beaucoup de talent et ce qu'il faut c'est continuer à travailler avec les mêmes valeurs qui ont fait notre réussite sur les dernières années. Voilà, toujours avec cette humilité, ce sérieux dans le travail et le talent de cette équipe, il est très très grand. Donc il faut surtout mettre un point d'honneur à la mentalité, chose qu'on met en place, qui à faire attention et à surveiller au quotidien. En tout cas, le rôle des plus anciens, c'est aussi ça, de faire en sorte que la mentalité du groupe, de façon générale, reste positive, reste bonne. Et voilà, je pense qu'on a un très bon groupe. Bonjour Raphaël, sur votre droite au fond, Xavier Bonferrand de Radio France. Je voudrais juste revenir sur l'adversaire potentiel en 8e, sans vous demander votre préférence. Est-ce que le fait que tout soit ouvert encore après 2 matchs dans le groupe en face, est-ce que ça complique la préparation face à l'adversaire? Parce que généralement après 2 matchs, on sait qu'on va en affronter peut-être 1 ou 2. Mais là, les 4 sont encore en jeu. Est-ce que ça complique les choses? C'est des footballs très différents, de continents différents, de cultures différentes. Est-ce que c'est complexe? Est-ce que du coup, ça demande plus de travail, par exemple? Non, parce que déjà, on n'est pas encore dans la préparation de ce match. On prépare le match contre la Tunisie. Ensuite, on verra l'adversaire qu'on aura. Mais de toute façon, ce qu'on veut, c'est se préparer nous. Ensuite, on s'adaptera en fonction de l'adversaire qu'on rencontrera. On a une équipe qui est complète, qui est capable de jouer plus haut sur le terrain, plus bas. Donc ensuite, ça sera en fonction du match qu'on aura à répondre de la meilleure façon possible. Mais aujourd'hui, ça ne change rien dans notre préparation et pour la suite, on verra quel sera notre adversaire. Bonjour Raphaël, Damien Degand, l'équipe. Tu n'avais pas joué depuis le 22 octobre en club, tu as repris hier. Est-ce que tu as eu une petite appréhension au moment de reprendre et à quel niveau de ton potentiel
de ta forme, tu te situes, ton potentiel physique bien sûr, tu te situes aujourd'hui? Non, pas d'appréhension particulière, parce qu'à partir du moment où le coach m'a mis titulaire, c'est parce que j'étais prêt, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc pas d'appréhension particulière. Après, c'est jamais évident de reprendre sur un match de très haut niveau, sur une Coupe du Monde, mais voilà, j'étais prêt et sans crainte particulière, comme je l'ai dit. Après, forcément, c'est une reprise, donc pas encore à 100% de mon potentiel physique, mais voilà, j'ai bossé énormément pour être ici. Je continue à bosser énormément pour retrouver 100% de mes capacités, et voilà, j'espère monter en puissance dans cette compétition. Bonjour Raphaël, Guillaume Lenné ici pour le journal Ouest France. Il n'y a que 2 matchs qui ont été joués. Cela dit, par rapport à ce qui se dégage de cette équipe, cette impression de cohésion collective, à la fois sur le terrain mais aussi en dehors, on est un peu tenté de se poser la question par rapport à un esprit de 2018. Est-ce qu'il peut y avoir des points de comparaison ou des passerelles qui peuvent exister déjà, qui peuvent se faire, à ton avis, entre ce qui s'était passé à Istra en Russie et là? Je pense qu'il faut éviter de faire trop de comparaisons. C'est un autre moment. La difficulté de cette compétition, c'est de répondre présent sur l'instant, et voilà, je pense que chaque Coupe du Monde, chaque grand tournoi a son histoire. Il y a des joueurs différents, il y a des états de forme différents, c'est un contexte différent, les adversaires ont énormément évolué. 4 ans dans le foot, c'est une éternité, donc on va éviter les comparaisons. Après, c'est sûr qu'on peut s'inspirer de ce qui a été très bon au niveau de l'état d'esprit et de ce qu'on a fait. C'est de l'expérience en plus pour nous, mais je pense qu'il ne faut pas essayer de calquer ce qui a été fait. Il faut s'adapter à notre moment et au moment présent. Bonjour Raphaël, Alexandre Carré pour beIN Sport. Bonjour. Plusieurs jeunes joueurs du groupe vous ont précédé ici même. Ils vous ont présenté à chaque fois comme un joueur rassurant qui amène de la sérénité. Comment est-ce que, justement, c'est quoi rassurer finalement? Comment est-ce que sur le terrain, vous pouvez apporter cette sérénité? Je pense que par l'attitude, par les paroles aussi, le fait de replacer, de guider, d'encourager. Je pense que ça fait partie de mon rôle, de ce qu'on attend de moi, et j'essaye de transmettre du calme, de la tranquillité, même si c'est des grands événements. C'est vrai que j'ai l'expérience des moments à forte pression, et du coup c'est vrai que ça peut aider, ça peut rassurer, le fait de voir des joueurs autour qui sont tranquilles, qui sont focalisés sur l'objectif, et voilà, surtout par la parole. Je pense que c'est un plus pour les jeunes joueurs. Rafael, Fabio Savero, SNTV. If you could answer in English, I would like to know your reaction, your thoughts on the decision of Manchester United and Cristiano Ronaldo to terminate the contract. I mean, you know him very well. So, what were your feelings, and what do you think of what happened? No comment. I'm focused on French national team. Bonjour Raphaël, Lionel Dangomo de l'équipe. Vous êtes blessé un mois avant le début de la Coupe du Monde. On vous avait vu en pleurs sur la pelouse de Stamford Bridge. Qu'est-ce que vous étiez dit à ce moment-là? Et est-ce que ça a été difficile psychologiquement les jours qui ont suivi? Et à quel moment vous vous êtes dit que vous pourriez être là et que vous seriez en condition pour disputer la Coupe du Monde? Oui, c'était forcément un moment difficile. À ce moment-là, je pensais avoir une blessure plus grave que celle que j'ai eue, et je pensais que c'était fini pour la Coupe du Monde. Donc voilà, après, la vie d'un sportif de haut niveau, c'est des hauts, des bas, et c'est savoir se relever et revenir plus fort. Donc à partir du moment où le diagnostic était jouable, je suis passé en mode récupération express, un maximum de soins, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour pouvoir revenir et être prêt dans les timings. Donc voilà, ça a été difficile, mais je suis très heureux d'être là, et je profite de chaque moment. C'est toujours extraordinaire de pouvoir représenter son pays et défendre la France. Donc voilà, je sais tout ce que ça représente, et c'était un moment difficile parce que j'avais justement beaucoup de
d'envie et de rage de vaincre, l'envie d'être ici et de me battre pour la France. Donc voilà, après il faut se relever et voilà, repartir de l'avant. On va prendre encore 3 questions. Philippe Sansfourche d'RTL, François Verdonnet de l'équipe, 4 questions, pardon, j'en ai promis une. Baptiste Després du Figaro et on finira avec Grégory Schneider de Libération. Bonjour Raphaël, Philippe Sansfourche pour RTL. Benjamin Pavard avait débuté le premier match contre l'Australie. Jules Koundé a enchaîné avec pas mal de solidité. Je ne vais pas te demander avec lequel tu préfères jouer. Si tu veux nous le dire, on est preneur. Mais surtout, est-ce que tu penses qu'à ce moment de la compétition, c'est important d'asseoir un des deux pour la continuité, pour les automatismes dans l'équipe, ou est-ce qu'on peut envisager une concurrence tout au long du parcours? Je pense que le plus important pour le groupe, c'est que tout le monde soit concerné, tout le monde soit dans le bon état d'esprit, que tout le monde soit prêt physiquement et psychologiquement pour aider l'équipe. Ensuite, le coach fera ses choix, mais ce qui est important, c'est de savoir que à tout moment, un joueur peut remplacer un autre et qu'on ne perd pas en qualité dans l'équipe. Donc, quel que soit le poste, j'ai envie de dire, il faut que la concurrence soit présente. Il faut que les joueurs qui rentrent en cours de match ou qui sont changés au départ répondent présents. Donc, on a des joueurs et un groupe de qualité. Maintenant, la concurrence fait partie du jeu et ça rend l'équipe meilleure. Ça, c'est le rôle du coach de choisir. Oui, bonjour Raphaël, François Verdonnet de l'équipe. Tu es présent en équipe de France depuis plus de 10 ans, quasiment 10 ans, 10 saisons. Il y a un joueur qui est là depuis plus longtemps que toi, c'est Steve Mandanda, qui vit souvent dans l'ombre, mais qui a un rôle très important dans le groupe. Comment il t'avait accueilli à l'époque? Quel rôle il tient encore maintenant? Comment tu le vois? On parle souvent de cadre, de leader. Quelle est vraiment sa place exacte? Ouais, il a un rôle de grand frère pour chacun de nous. C'est le joueur le plus expérimenté. Sa parole est écoutée. Il est aussi garant du bon état d'esprit du groupe. Si on ne va pas dans la bonne direction, on sait qu'il fait partie des joueurs qui vont prendre la parole et qui vont tirer le groupe dans la bonne direction. Donc c'est aussi un gage de tranquillité pour nous les joueurs. Et voilà, il a une parole réconfortante, rassurante pour l'ensemble du groupe. Et puis il peut aussi faire le relais avec le staff. Voilà, c'est un joueur qui a ce rôle-là et qui a un rôle très important pour un groupe. Bonjour Raphaël, Baptiste Després, Le Figaro. Bonjour. Hier soir, Didier Deschamps évoquait le fait que certains joueurs tenaient le rôle délaissé par Paul Bach dans le vestiaire, notamment par rapport à 2018. Est-ce que toi, t'en fais partie? Est-ce que tu fais partie de ces joueurs qui remplissent ce rôle-là? Est-ce que certaines personnalités sont révélées depuis le début de la Coupe du Monde? Merci. Alors, Paul, il est irremplaçable, mais non, c'est vrai que c'est important d'avoir des joueurs cadres dans le groupe. Je pense que voilà, ça se fait naturellement. Quand on sent le besoin de parler au groupe ou de communiquer, chacun le fait à sa manière. En tout cas, chacun apporte quelque chose au groupe. Voilà, il a sa personnalité, Paul, qui est forte, et forcément, il a été très important pour le groupe France. Maintenant, quand il n'est pas là, c'est aussi à d'autres joueurs de parler un peu plus, de guider, de motiver quand il y a besoin. Mais voilà, chacun le fait avec sa personnalité. On cherche souvent des leaders, mais ça se fait naturellement. Je pense que selon les besoins du groupe, certains joueurs se révèlent, s'affirment, sur et en dehors du terrain. Vous les connaissez, hein, vous connaissez ce groupe, vous connaissez les joueurs cadres du groupe. Maintenant, les jeunes joueurs aussi commencent à avoir un peu plus d'expérience et de vécu dans le groupe. Donc voilà, c'est aussi une transmission. J'essaye beaucoup, moi, de parler avec les joueurs pour aussi que eux ensuite puissent transmettre aux autres joueurs et ainsi de suite. Comme moi, j'ai eu des conseils des anciens et voilà, c'est une transmission qui se fait en toute simplicité et de façon normale et logique. Les jeunes joueurs écoutent et ensuite font avec leur façon de faire et transmettent ensuite aux plus jeunes.
Oui, bonjour. Grégory Schneider, Libération. J'aimerais savoir comment l'équipe de France joue en fait. C'est-à-dire que, non mais, des tribunes, on a l'impression en fait que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous êtes capable de jouer parfois bloc bas, vous êtes capable des fois de monter au pressing, comme autour de la 80e minute hier. On a vraiment l'impression d'une équipe difficile à, ce qui n'est pas une critique, mais d'une équipe difficile à lire, à contrer. Alors, il se passe aussi peut-être beaucoup de choses sur les côtés. C'est un peu l'impression qu'on a Mais comment vous définiriez son style et sa manière de jouer ? Je pense que vous avez un peu décrit l'une de nos forces. C'est-à-dire qu'on est assez imprévisible. On peut jouer avec un bloc bas, on peut jouer avec un pressing haut, on peut jouer en possession de balle, on peut jouer en contre-attaque. On a des joueurs qui ont des qualités différentes et assez complémentaires. Donc c'est à nous ensuite, selon le moment du match, selon l'adversaire, de choisir la bonne arme pour être le plus efficace possible. L'objectif, c'est de gagner. C'est pas de faire le plus de passes possible ou de défendre de telle ou telle façon. L'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Et c'est ce dont... voilà, c'est ce qu'on essaie de faire et on essaie en fonction de l'adversaire et du moment du match, choisir l'arme qui sera la plus efficace pour faire mal. Sur les côtés, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses sur les côtés. Enfin, que vous êtes très dangereux sur les côtés. Quand on regarde les statistiques, c'est frappant. Enfin, c'est 14 attaques, 12 attaques et 2 attaques dans l'axe. C'est normal, vous avez vu les joueurs sur les côtés. C'est des joueurs qui ont la capacité de déséquilibrer. Donc on utilise forcément cette arme-là. Sur les côtés, c'est aussi dans le foot moderne. L'axe est souvent encombré, donc les côtés, c'est souvent la solution. En tout cas, c'est là où on a des joueurs de grand talent et souvent c'est là où on peut déséquilibrer l'adversaire en allant d'un côté, de l'autre côté et créer des espaces. En tout cas, souvent l'axe, c'est là où il y a le moins d'espace. Donc par les côtés, avec les qualités qu'on a et ce que nous propose l'adversaire, c'est souvent la solution pour être le plus efficace.